Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez nous dire dans le chat si tout est OK, si vous nous entendez bien. Super, merci. Bien, merci d'être présent pour ce webinaire aujourd'hui sur le Maxi Best-of des actions growth pour booster vos performances. On va entendre encore un peu que les gens se connectent avant de commencer et ensuite on va pouvoir démarrer. Du coup, je vois que les gens se connectent, donc c'est parti. Avant de commencer, introduction pour se présenter rapidement. Donc, enchantée, moi je suis Alice Prigent, consultante growth chez Markentive. Et du coup, j'accompagne Alice sur ce Rex. Moi, c'est Athénaïs, consultante growth aussi dans l'équipe d'Alice. On travaille toutes les deux sur différentes stratégies du marketing qui vont de l'acquisition à l'activation pour accompagner nos clients dans leurs objectifs marketing et business. Markentive en quelques chiffres et pour vous présenter aussi qui nous sommes avant qu'on démarre et qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, on est une agence marketing et de consulting. On existe depuis 10 ans et on est composé d'une 50aine de consultants experts en growth marketing et également RevOps. On a accompagné plus de 400 clients pour les aider à soutenir leurs objectifs business, structurer leur stratégie marketing et commerciale. Pour accompagner nos clients, on se base sur l'approche Rebelle, qui est composée de 4 volets. Donc la première partie, Resolve, qui est une partie où on va faire du consulting, également de l'audit. Une partie Build, qui là va plus avoir attrait à la construction de stratégies, donc que ce soit des stratégies marketing, également commerciales ou encore revamp de CRM, et également la construction de sites web. Ensuite, la phase exécute qui nous concerne plus dans le cadre de ce webinaire, puisque c'est ici, du coup, qu'on va travailler le growth marketing avec nos clients. Ici, on va vraiment aller vous accompagner, venir en support opérationnel pour tout ce qui va être la mise en place de vos campagnes marketing et également la structuration de vos process marketing et growth marketing, et également du sales ops. Et enfin, la partie learn. Donc ici, on est sur une partie formation, puisqu'on accompagne également nos clients pour la prise en main de leurs outils, et également pour des formations sur mesure, en fonction de leurs besoins, donc sur du marketing, de la data et également HubSpot. Puisqu'en parlant d'HubSpot, nous sommes aussi une agence certifiée partenaire Elite HubSpot. On fait partie du top 10 partenaires monde et dans le cadre de ce partenariat, on accompagne nos clients pour déployer et implémenter HubSpot et également les aider à structurer leur process marketing et sales et également à l'adoption de l'outil pour leurs équipes. Vous avez ici des exemples de clients avec qui on a pu travailler. On travaille avec de nombreux clients de bords très différents, de secteurs différents, également de tailles différentes. Ça peut aller de la start-up au grand groupe. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'expérimenter sur différents canaux, différents secteurs et de pouvoir spécialiser nos actions. Et comme vous pouvez le voir aussi, du B2B, du B2C, des ONG. Donc vraiment, notre spécificité, c'est qu'on est en mesure de pouvoir accompagner un large éventail de clients. Du coup, maintenant qu'on a pu se présenter, on rentre dans le vif du sujet. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est le Maxi Best-of des actions growth pour booster vos performances. Donc pour le programme, on va d'abord voir qu'est-ce que le growth, donc pourquoi aussi mettre en place le growth pour votre entreprise. Ensuite, les indispensables pour commencer sa stratégie, puisqu'avant de déployer des actions, il y en a besoin de quelques piliers qui sont importants à avoir pour démarrer. Et enfin, le top des actions les plus performantes, puis ensuite une session de questions-réponses. Vous avez également un chat, donc n'hésitez pas à poser des questions pendant le webinaire si vous en avez quand on parle de sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous avez besoin de précision. On essaiera d'y répondre, sinon on parcourra sur les questions à la fin dans tous les cas. Donc pour commencer, qu'est-ce que le growth? Qu'est-ce que nous on entend par le growth, histoire qu'on soit tous alignés là-dessus? Donc globalement, c'est une méthodologie qui va nous permettre d'obtenir des résultats à chaque étape du cycle du vente et du cycle de vente et du funnel AARRR. On va vous préciser juste après ce qu'on entend par chacune de ces lettres. Mais vraiment, il faut retenir que c'est une méthodologie dont l'objectif va être en premier lieu d'acquérir des nouveaux leads pour pouvoir créer une base de données qualifiée et segmentée qu'on va pouvoir utiliser, de lancer des campagnes d'activation pour pouvoir faire monter en maturité ces leads et ensuite pouvoir les transmettre aux équipes
commercial avec suffisamment d'informations pour qu'ils puissent en savoir beaucoup sur eux et savoir s'ils sont vraiment chauds. Favoriser la rétention client via l'upsell et le renew et capitaliser sur les clients fidèles pour en faire des ambassadeurs de votre marque. Donc, qu'est-ce qu'on entend précisément derrière le AARRRR? En fait, c'est vraiment chaque étape à laquelle le growth va intervenir. Donc, le premier A, ça va être l'acquisition. Donc, derrière, on va entendre comment est-ce qu'on va travailler notre visibilité pour obtenir du trafic et pouvoir acquérir des nouveaux contacts. Donc, on va avoir quelques exemples et on en détaillera certains sur nos hacks. Ce sera par exemple faire de l'ADS, donc via Google Ads, LinkedIn Ads, etc. Du SEO, du social media, du scrapping, etc. On va aller chercher à montrer notre valeur. Le second A, ça va être l'activation. Donc, comment on va faire adhérer les contacts qu'on a réussi à récolter, dont on a réussi à récolter les adresses mail et comment on va réussir à les faire s'engager avec notre marque. Donc, par exemple, on va aller faire du nurturing via des emails, via des séquences d'emailing et du retargeting, par exemple. Ensuite, on va avoir un premier R qui est le revenu. Donc, comment est-ce qu'on convertit nos leads et comment est-ce qu'on ramène du business à notre entreprise. Et donc, c'est là où déjà les sales vont commencer vraiment à intervenir parce qu'on va pouvoir faire partir des séquences sales, par exemple. On va vraiment travailler sur la data et l'analytics. Le deuxième R qui est la rétention. Donc, on a généré des contacts, on a réussi à les convertir. Maintenant, comment est-ce qu'on les fait garder, comment on les garde, comment on les fait rester et comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être faire de l'upsell ou du renew avec eux. Donc, on va passer par exemple par du NPS, un bon service client, etc. Et enfin, on va avoir le dernier referral. Comment transformer nos clients en ambassadeurs. Donc, on va avoir des clients, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent nous aider à promouvoir notre marque et à être au final ambassadeurs de notre marque. Je vois une première question. Est-ce que notre formation concerne uniquement le B2B? Non. En fait, on va avoir des exemples qui pourront s'appliquer à la fois au B2B et au B2C. Du coup, maintenant qu'on a vu et expliqué ce qui était le funnel AARRR pour définir le growth, on va regarder quels sont les indispensables pour commencer sa stratégie. L'objectif, avant de runner des premières campagnes et de remplir ses objectifs, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on va faire pour déployer sa stratégie, quels sont les différents éléments dont on a besoin absolument avant de se lancer. On va passer en revue ces différentes étapes pour pouvoir également vous expliquer comment les mettre en place et comment construire vraiment un socle performant pour pouvoir ensuite faire vos campagnes. Donc, la première des étapes, c'est qu'on va rarement commencer depuis zéro quand on va vouloir lancer une nouvelle stratégie growth. Donc, l'idée, ça va vraiment être de vouloir aller chercher à analyser nos performances actuelles. En premier lieu, on va pouvoir commencer par analyser les performances de trafic, donc étudier les performances que vous avez actuellement au niveau de votre acquisition, sur votre site, sur vos landing pages ou sur vos soumissions de formulaires pour déjà établir vos premières pistes d'amélioration. Donc, vraiment, on part de l'existant pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça et aller plus loin. Quelques exemples de KPI que vous pouvez suivre pour voir comment fonctionnent vraiment vos performances. Il va y avoir une partie sur tout ce qui va toucher au landing page et au website, donc forcément le trafic total de vos pages, vos différentes sources d'origine, est-ce qu'elles sont assez variées, est-ce que vous en avez qu'une seule, combien de soumissions de formulaires vous avez actuellement, où est-ce que vous voudrez aller dans le futur. On va également avoir le KPI de vos emails déjà envoyés. Est-ce que vous avez des bons taux d'ouverture? Est-ce que vous avez des bons taux de clics? Est-ce que vous avez des bons taux de désabonnement? Déjà, tout ça, ça va vous donner des premières idées sur quoi se lancer pour lancer vos premières optimisations. Ensuite, bien sûr, on va aller travailler aussi la qualité de la donnée. Regardez déjà la donnée que vous avez en base, celle que vous possédez, pour pouvoir faire un audit profond et voir si ce que vous possédez sur vos contacts sont des informations déjà suffisamment qualitatives et suffisantes pour les équipes marketing, mais également les équipes commerciales. Parce que l'objectif, ça va être aussi de pouvoir favoriser un alignement entre les équipes sales et marketing. Et donc s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour tous les parties au bon moment. Donc quelques KPIs qu'on peut commencer à suivre, ça va être le nombre de leads créés par mois, donc le nombre de nouveaux prospects, le nombre de prospects que vous allez convertir en prospects plus qualifiés pour le marketing, ce qu'on va appeler des MQL, des Marketing Qualified Leads, le nombre d'opportunités ouvertes que les commerciaux auront réussi à ouvrir versus celles qui seront véritablement conclues. Et ensuite, on va avoir des KPI tels que le nombre de contacts opt-in versus opt-out, le nombre de contacts inactifs et le nombre et les raisons de rejet que vous avez. C'est vraiment déjà une première piste de KPI que vous pouvez regarder pour voir si votre data est sur la bonne voie, est saine ou s'il y a déjà des améliorations à apporter là-dessus.
Une fois que vous avez fait une première analyse de vos performances, ensuite, il faut faire un état des lieux de tout ce que vous avez à disposition, des assets, comme on appelle. Ça va être tous les éléments qui vont vous permettre de pouvoir déployer votre stratégie marketing. En faisant cet état des lieux, vous allez pouvoir voir du coup ce que vous possédez, ce que vous allez pouvoir optimiser ou ce que vous allez devoir avoir à créer pour pouvoir lancer vos campagnes. Donc déjà, au niveau de la checklist, on va aller vérifier si on a des buyers persona qui sont récents et clairs pour avoir une connaissance de notre cible idéale et de son parcours. Est-ce qu'on a des contenus premium variés et qui sont identifiés par phase de maturité et par thème en fonction de nos services et de nos produits? Est-ce qu'on a suffisamment de formulaires qui sont adaptés pour capter la donnée? Est-ce qu'on a des landing pages clairs avec des objectifs de conversion? Suffisamment d'emails de follow-up et de nurturing? Des visuels pour pouvoir assurer la promotion gratuite et payante des contenus premium notamment? Et bien entendu, est-ce qu'on a des rapports qui sont prêts pour pouvoir analyser notre donnée? Ensuite, une fois qu'on a fait un état des lieux de ce qu'on a à disposition et des performances actuelles, pour lancer une nouvelle stratégie, il faut fixer des objectifs, définir ces objectifs. Ça va vraiment vous permettre aussi de prendre du recul et de vous demander à quoi va servir cette stratégie, pourquoi j'en ai besoin et à quels objectifs business est-ce que les actions qu'on va mettre en place vont nous permettre de répondre. Donc, la définition des objectifs, ça peut être un objectif global, par exemple, générer des leads qualifiés pour l'équipe commerciale si on est dans le B2B, ou générer plus de ventes sur mon e-shop si on est en B2C et qu'on a un site de e-commerce. Une fois qu'on a défini ce grand objectif, on peut aller chercher des sous-objectifs qui vont nous permettre de construire cet objectif global. Donc, par exemple, si on veut générer des leads qualifiés pour l'équipe commerciale, en sous-objectif, on aura, il faut booster la génération de leads, car il faut enrichir le CRM avec des leads à aller travailler par la suite. Également, enrichir la data CRM pour avoir plus de données sur nos contacts et avoir des leads qualifiés pour les commerciaux. Donc, avec ces sous-objectifs, ensuite, on définit des KPI chiffrés qui vont nous permettre ensuite d'analyser et de savoir si oui ou non on a atteint nos objectifs. Donc, par exemple, pour booster la génération de leads comme objectif, les KPI qu'on peut se poser et définir, ça va être le nombre de contacts, par exemple, qu'on a réussi à générer. Avant de continuer, Charlotte a posé une question. Allez-vous partager une présentation ou un enregistrement à l'issue de ce webinaire? Oui, on va envoyer un follow-up avec le replay du webinaire une fois qu'il sera terminé. Une fois qu'on a fixé ces objectifs, une étape qu'il ne faut vraiment pas négliger, c'est la partie création de buyer persona et buyer journée. Vous avez peut-être déjà identifié des buyer persona, donc des prospects cibles idéaux pour votre produit ou pour vos produits. Vous pouvez aussi les mettre à jour, les remettre à jour et faire un travail pour aller vraiment les affiner dans le cadre du lancement de votre stratégie growth. C'est vraiment important de comprendre quelles sont les attentes de vos audiences pour que vous puissiez ensuite aller adapter votre contenu et vos prises de parole pour que ce que vous leur dites et les éléments de valeur que vous mettiez en avant correspondent vraiment à leurs objectifs et donc maximisent la conversion par la suite. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, de faire des fiches persona. Vous en voyez un exemple ici. L'objectif, ça va être vraiment d'aller faire le portrait d'un prospect idéal pour vos campagnes. Donc, en identifiant, par exemple, sa fonction, le type d'entreprise dans lequel il peut travailler, dans quel secteur, la taille de son entreprise, quels sont ses objectifs principaux que vous allez devoir adresser dans ces contenus, quels sont ses challenges et ses pain points et en quoi vos solutions vont permettre d'y répondre. Et adossé à cette fiche persona, un buyer journey est aussi essentiel puisque dans le buyer journey, on va aller mapper tout le parcours d'achat du prospect et à chaque étape, donc depuis l'awareness qui est l'étape de découverte et de découverte, le prospect se rend compte qu'il a un problème qu'il a envie de résoudre, à la décision, qui est le moment où il passe à l'achat et qu'il choisit sa solution. On va pouvoir aller mapper pour chacune de ces étapes quels sont les besoins en information dont il est nécessaire de discuter avec lui pour pouvoir lui donner plus d'infos et le pousser à la conversion, et aussi les types de contenus qui seraient le plus adaptés à lui transmettre. Une personne en phase de awareness, elle pourrait être intéressée par des articles de blog, par exemple, ou des articles informatifs, et une personne en phase de décision, plutôt une brochure commerciale, une demande de démo. L'objectif, c'est vraiment d'adapter les contenus qu'on propose et les informations qu'on donne à ces différentes étapes. Une petite question par rapport au persona. Il nous est demandé comment est-ce qu'on construit nos personas. Est-ce qu'on va aller interroger des vrais clients ou est-ce qu'on se base juste sur des conversations qu'on peut avoir avec nos commerciaux? Ouais, c'est en partie l'objet de la slide d'après. En effet,
il faut faire ce travail en 2 temps. Donc, le premier serait déjà faire une analyse aussi des performances du trafic et de la data que vous avez aujourd'hui à date sur vos premières campagnes. Donc, aller analyser via des outils type Google Analytics, vos outils de reporting, la donnée que vous avez sur les personnes qui interagissent le plus avec votre site web et vos contenus. Pour ça, le LinkedIn Insight Tag est vraiment très intéressant à aller regarder, puisque quand vous avez lancé des premières campagnes LinkedIn, dans l'onglet démographie des rapports sur les campagnes, vous avez des informations sur la typologie de personnes qui a interagi avec vos publicités. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher là-dedans. Pareil pour tout ce qui va être Meta Ads, donc sur les régies Facebook et Instagram. Une fois qu'on a analysé cet aspect-là et qu'on a fait du coup cette étude plutôt quantitative, on peut commencer une étude qualitative qui là va consister à aller interroger plus en détail nos cibles pour comprendre quels sont leurs pain points, quels sont leurs objectifs et vraiment avoir des informations plus qualitatives qui vont aussi beaucoup plus nous permettre d'aller choisir les contenus qu'on va aller rédiger et les informations qu'on va aller donner aux prospects. Pour faire ça, ça peut être intéressant en effet de contacter d'anciens clients ou même des clients actuels et d'échanger avec eux pour qu'ils nous donnent plus d'insights sur ces éléments-là. Une fois qu'on a audité, fixé des objectifs, défini des personas, il faut ensuite faire une content chart. Une content chart, ça va être le listing de tous les contenus que vous avez déjà à disposition et que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant dans votre stratégie growth marketing. Donc, c'est intéressant de l'avoir aussi car ça va vous permettre de voir où est-ce il vous manque des contenus. Si vous avez beaucoup de contenu en phase, par exemple, de décision, mais très peu en phase d'awareness, vous allez pouvoir prioriser la création de ce type de contenu plus facile à consommer pour les prospects qui vont permettre de générer des leads plus facilement qu'un contenu très engageant. Et ça va également, du coup, aussi vous permettre de créer la liste de tous les contenus que vous voulez créer par la suite à court, moyen ou long terme et d'avoir une vue globale de tous les éléments que vous aurez à disposition pour vos campagnes sur l'année. Ok. Donc là, on vient déjà de voir, on a fait la revue de tous nos assets, on sait ce qu'on a d'existant, on sait ce qu'on va pouvoir promouvoir ou ce qu'il va falloir créer. On sait qui sont nos cibles, on sait quels sont les objectifs majeurs qu'on va vouloir se fixer. Du coup, l'étape, nous, qu'on recommande après, ça va être d'aller créer une boîte à idées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un outil qui est vraiment très intéressant en growth, notamment parce que ça va être en fait un listing d'actions qu'on imagine pouvoir lancer et qui va aller booster les performances en fait à chaque étape du funnel. Donc le funnel dont on a parlé au début, le AARRR. Donc c'est là où ce qui est intéressant, nous on a pris une capture d'écran ici, on va le faire sur Notion, vous pouvez le faire sur Excel également. Et ça va être intéressant de pouvoir les trier en fait par catégorie pour pouvoir si le statut est nouveau, en cours, à faire ou abandonné, parce qu'au final, ça va résulter d'un gros brainstorming qu'on peut avoir fait seul ou en équipe pour vraiment générer un lot d'idées différents, variés qu'on peut s'imaginer lancer. On parle bien ici pour l'instant de un peu l'imagination de ce qu'on va vouloir lancer. Ensuite, on va aller catégoriser la phase du funnel. Donc, est-ce que c'est plutôt une phase pour l'acquisition, l'activation, la rétention, etc. Le nom de l'activité, de l'action en cours. Et autre chose qu'on va pouvoir insérer, qu'on ne vous a pas mis ici, mais qu'on peut insérer dans ce tableau, ça va être la SMQI, qui est en fait la seule métrique qui importe. En d'autres termes, l'objectif principal qu'on va vouloir suivre par rapport aux objectifs qui ont été déterminés plus haut. Et une autre métrique qui va être assez importante, c'est l'ICE, qui veut dire Impact, Confidence et Ease. En fait, ça va être 3 gros piliers, qui est donc l'impact, quel sera l'impact sur le business. Confidence, c'est la capacité à mener à bien cette idée au final. Est-ce que vous êtes convaincu vous-même de la réussite de cette idée pour les objectifs business? Et Confidence, Ease, qui va être la facilité de la mettre en place. Est-ce qu'on va avoir besoin de beaucoup de ressources? Est-ce que c'est rapide, simple ou non? Donc l'idée, c'est que via ces 3 métriques qui vont en fait multiplier ou additionner, vont vous permettre d'avoir l'ICE, vous allez pouvoir insérer à chacune de vos idées une sorte de scoring et à la fin, vous pourrez voir quelles sont les idées qui ont le score le plus haut. Et en final, ce sera ces idées-là qui seront vos priorités 1. Donc, c'est vraiment pour vous aider à prioriser. Vous allez avoir une liste d'actions différentes que vous aurez pu retirer via un brainstorming, des actions que vous pourrez venir alimenter au fur et à mesure des semaines, des mois, en fonction des idées que vous allez pouvoir avoir, des recherches que vous allez pouvoir mener, même des déductions vis-à-vis des optimisations des choses que vous aurez déjà lancées. Et ça vous permettra du coup vraiment de pouvoir suivre la liste de vos idées, ce qui a été lancé, ce qu'il reste à lancer et la priorisation.
Donc maintenant qu'on a tous nos éléments et qu'on sait déjà quelles sont les actions qu'on va vouloir lancer en priorité, il va falloir réfléchir dès maintenant à la stratégie de diffusion. Donc on sait ce qu'on va vouloir lancer. Maintenant, il faut voir quel est le budget qu'on va vouloir y allouer pour chacune des actions, quels sont les leviers sur lesquels on va vouloir les promouvoir. Est-ce qu'il va falloir faire des validations sémantiques, faire des recherches de mots-clés, par exemple, pour pouvoir lancer sur du Google Ads. Quelle sera l'audience si on doit faire du LinkedIn Ads sur laquelle on va vouloir se concentrer? Est-ce qu'on va avoir des audiences prioritaires? Est-ce qu'on va vouloir le faire sur des audiences froides? Et quels seront forcément les budgets par levier? Donc, c'est déjà quelque chose qu'il va falloir réfléchir en amont pour pouvoir savoir si on a une telle date de lancement, quelles sont toutes les étapes qui, en amont, nous allons devoir réaliser. Donc, vraiment, cette stratégie de diffusion, il va falloir réfléchir très vite dès le moment où vous avez priorisé vos actions pour savoir, on a un budget marketing, on a un coût d'acquisition cible, comment est-ce que du coup, on va répartir ce budget par levier de promotion, par action, et pour toutes nos audiences. Et enfin, une fois qu'on est prêt à lancer ou qu'on a déjà lancé nos actions, ce qui va être très important et qui est vraiment la clé de réussite d'une stratégie de growth, ça va être de reporter et d'A/B tester. Parce qu'en fait, derrière growth, il va y avoir le mot itération qui est très, très important. C'est-à-dire que notre objectif, ça va être, on va lancer diverses idées qu'on aura eues via notre boîte à outils, mais derrière, il va falloir les suivre pour savoir si elles fonctionnent, si c'était des bonnes idées ou si finalement c'était juste un test pour voir comment ça allait fonctionner, parce que c'est bien de tester des nouvelles choses aussi. Mais derrière, il faut savoir si ça fonctionne. Et donc pour ça, rien de mieux qu'un reporting et de l'A/B testing. Donc l'A/B testing, c'est vraiment une méthode de test où on favorisera la diffusion de 2 versions ou plus pour pouvoir comparer les performances et identifier ce qui va mieux fonctionner ou non. Quelques petites recommandations au niveau de l'A/B test. Nous, on aime bien laisser les versions tourner pendant un temps fixé. En général, ça va être 10 jours, 2 semaines. Ça va vraiment dépendre en fait de l'autre action. On va aller A/B tester, ça c'est très important, un élément à la fois pour être en mesure de tirer des conclusions. Par exemple, sur un email, si on va aller A/B tester en même temps tout ce qui va être l'objet, les CTA et même les premières lignes, si on fait toutes les modifications en même temps, on ne sera pas en mesure de dire qu'est-ce qui aura vraiment favorisé le taux de clic ou le taux d'ouverture. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir A/B tester une chose à la fois. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter de tester le wording, les visuels, mais également les couleurs de certaines sections, que ce soit au niveau des CTA, des fois on ne se rend pas compte, mais les couleurs peuvent vraiment être très importantes et vont favoriser plus ou moins le clic, mais également dans les emails, le fait de mettre plus une section en valeur via une couleur ou non peut favoriser le regard de votre prospect qui, du coup, sera peut-être plus intéressé par cette information-là. Donc vraiment très important pour le growth, je le répète, reporter et A/B tester. Du coup, maintenant, on passe à on rentre dans le vif du sujet, notre maxi best-of de 10 actions pour lancer sa stratégie growth. On vous a sélectionné 10 actions qui, pour nous, sont performantes et peuvent permettre d'obtenir des résultats rapidement. Donc, on a déjà mis en place, en plus, chez certains clients, éprouvés par nos équipes. Donc, dans la partie acquisition, la première chose serait d'aller faire du scrapping pour enrichir votre base de données. Donc, aller faire du scrapping, ça signifie aller chercher et extraire des informations depuis un site web de manière automatisée, donc avec des outils qui vont le faire pour nous. On ne va pas faire ça manuellement. L'objectif est donc d'aller trouver des personnes qui sont votre cible prioritaire pour leur adresser, pour les mettre dans votre base de données et ensuite aller leur adresser un scénario d'emailing personnalisé pour présenter votre entreprise, par exemple, ou vos produits. Généralement, beaucoup de fois, quand on fait du scrapping, on se base sur LinkedIn, puisque LinkedIn a une grande base de données avec des contacts notamment professionnels. On va pouvoir aller chercher et cibler les personnes qui nous intéressent. Par exemple, si mon prospect idéal cible, c'est un directeur général d'une entreprise avec entre 200 et 1000 salariés, je vais pouvoir aller chercher précisément ce ciblage sur LinkedIn, me faire une liste et ensuite aller extraire la donnée avec un outil type Phantom Buster qui va me permettre de récupérer ma liste et aller enrichir ensuite ma liste depuis mon fichier Excel qui m'aura été extrait depuis LinkedIn pour aller, par exemple, chercher des adresses email professionnelles ou des numéros de téléphone. Et une fois que j'ai enrichi et consolidé cette base de données, je peux lui envoyer une séquence email pour présenter mon entreprise, tenter de créer un premier contact. Ici, les KPI qu'on va pouvoir aller chercher, ça va être combien de nouveaux contacts on a réussi à trouver par ce canal, les contacts qui ont interagi, puisque dans le cadre du scrapping, on est sur l'outbound, donc on va aller s'adresser à des personnes qui n'ont pas pour le moment suscité un intérêt pour nos produits ou pour nos solutions. Donc, ça va être intéressant de voir si effectivement mon ciblage était le bon.
et si notre ciblage était le bon et si on s'adresse vraiment à des personnes qui sont intéressées. Également, qui est très corrélé, la performance des emails. Est-ce que j'ai eu des bons taux d'ouverture? Est-ce que j'ai eu des bons taux d'engagement sur mes emails? Une autre action qu'on peut mettre en place, ça va être de créer des audiences similaires. Cet objectif-là va être en fait de maximiser la performance principalement de nos publicités, que ce soit du social ads ou du paid search, en se basant sur une liste de prospects ou de contacts qu'on connaît déjà et qui ont déjà converti, pour pouvoir cibler des profils qui sont au final à haut potentiel parce qu'on va dire qu'ils leur ressemblent. Donc, en termes de vraiment définition, une audience similaire, ça va vraiment être un groupe de personnes qui ont des ressemblances avec nos utilisateurs habituels et qui ont des caractéristiques communes, que ce soit au niveau démographique, donc l'âge, le sexe, le lieu géographique, mais également tout ce qui va être les habitudes, centres d'intérêt, comportement, historique de navigation, etc. Donc ici, l'objectif, ça va vraiment être d'acquérir des nouveaux contacts qui ont des ressemblances avec des contacts que nous, on connaît déjà. On connaît notre base de données, on connaît en fait nos clients et nos cibles, mais l'idée, ça va être de pouvoir élargir au final cette cible en utilisant des audiences similaires. Donc, en réalité, LinkedIn Ads va nous aider assez facilement à créer cela, notamment. On va avoir une option pour pouvoir créer des audiences similaires, que ce soit basé sur une liste de contacts qu'on va lui fournir, que ce soit en fonction aussi du pixel qu'on aura mis sur notre site, donc pour avoir des comportements similaires aux contacts ou clients qui auront visité notre cible, et également par rapport au final à l'audience qu'on aura déjà sélectionnée dans LinkedIn. On peut élargir cette audience et aller demander à LinkedIn automatiquement d'aller chercher des audiences similaires à celle-ci. À savoir que c'était avant aussi disponible sur Google Ads, mais maintenant il l'a légèrement renommé en élargissement de l'audience, donc ça ne fonctionnera plus exactement pareil, mais il ira quand même chercher à élargir l'audience en fonction de ses propres paramètres vis-à-vis de la cible que vous lui aurez sélectionnée. Ensuite, notre troisième action, toujours sur l'acquisition, c'est de faire une stratégie de formulaire. Si on revient sur les différentes phases du buyer journey dont on discutait tout à l'heure pour créer son buyer persona, ça peut être aussi intéressant de réfléchir à une stratégie de formulaire adaptée à chaque étape de ce buyer journey pour générer plus de conversions. Lorsqu'on fait une stratégie de lead magnet, qu'on propose des contenus problèmes à télécharger sur son site, c'est intéressant de comprendre et de se mettre à la place de son prospect, de se dire pour tel contenu, combien d'informations je serais prêt à donner pour le recevoir et le télécharger. Quand on propose un contenu de type une inscription à la newsletter ou une infographie, qui sont des contenus plutôt qu'on considère en phase de awareness, car ils sont moins engageants pour un formulaire, on ne va pas aller demander un numéro de téléphone, le nom de l'entreprise, ça semble trop avancé. Il faut vraiment s'adapter au contenu qu'on va proposer au prospect et lui demander un niveau d'information équivalent. C'est pour ça qu'il peut être intéressant d'avoir 3 formulaires différents, un pour chaque phase, qui demandent de plus en plus d'informations pour qualifier le contact. En phase de décision, si on a un formulaire, par exemple, pour télécharger une vidéo démo de votre solution, ou même un formulaire de contact. Ici, on va demander plus d'informations pour qualifier le prospect. En revanche, en phase de considération, par exemple, si on propose un livre blanc au téléchargement, une inscription à un webinar, on va demander moins d'informations, mais on peut quand même se permettre d'en demander un peu plus, car s'inscrire à un webinar, ça prend du temps, donc on estime que peut-être le prospect est plus engagé, en tout cas dans sa réflexion et dans sa recherche, et sera prêt à donner plus d'informations que pour simplement une newsletter où on va juste demander généralement un email. Donc pour les KPI ici, on regarde le taux de soumission parce que l'objectif de mettre en place une stratégie de formulaire, c'est de booster les taux de conversion et de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui soumettent les formulaires. Donc il faut vraiment comparer avant qu'on ait mis en place cette stratégie et après, est-ce qu'on a plus de conversions, plus de soumissions à la fin, et également le nombre de leads qualifiés. Donc une fois qu'on a généré ces leads, en les travaillant, est-ce qu'en effet, ils ont été plus qualifiés derrière et sont passés à l'achat. Il y a aussi toute une stratégie avec les formulaires de pouvoir utiliser des champs dépendants, des champs progressifs pour pouvoir mieux qualifier la base de données. On a une question sur le chat qui était comment est-ce qu'on gère les problématiques de volume lorsque nos cibles sont limitées par la taille du marché? C'est vrai que c'est une question très très pertinente. Des fois, on n'a pas forcément la facilité de pouvoir trouver un grand volume d'audience et du coup de pouvoir créer des audiences similaires ou de pouvoir avoir une audience vraiment
affinée. Dans ce cas-là, il est souvent préférable d'imaginer une stratégie d'ABM, donc d'Account-Based Marketing, excusez mon accent. Donc, c'est-à-dire qu'on va plutôt se concentrer sur des entreprises cibles plutôt que sur des contacts cibles. Donc là, on vous a présenté des hacks qu'on aurait sur la première partie du funnel AARRR, à savoir l'activation. Et comme vous avez pu le voir, peut-être qu'en fait, on va rentrer au fur et à mesure du funnel sur certains hacks. Là, je vais vous en partager un qui peut être cross-acquisition et activation. C'est quelque chose qu'on a testé avec des clients et on s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien, notamment pour pouvoir affirmer sa visibilité, sa crédibilité. Et en fait, c'est d'être présent dans des communautés où sont présents vos prospects cibles. Donc, au final, ça va permettre de créer de l'échange et de favoriser une communication horizontale. Par exemple, il y a énormément de communautés qui se sont créées sur Slack, sur Discord. Et comme vous le savez, il y a énormément aussi de groupes Facebook ou de groupes LinkedIn. Un exemple, par exemple, si vous travaillez dans une boîte où vous allez recruter des personnes, vous êtes avec un groupe de RH, vous avez besoin de parler avec des RH, il y a énormément de groupes RH sur LinkedIn ou sur Facebook qui vont pouvoir vous permettre d'échanger sur cette thématique. Idem au niveau de la cybersécurité, vous avez des groupes sur Discord ou des groupes sur LinkedIn qui vont pouvoir vous permettre de pouvoir échanger sur ce thème, de partager des articles et de partager vos connaissances. Autre chose qui prend un peu plus de temps, mais qui est également réalisable, ce serait de créer vous-même votre propre communauté pour pouvoir vraiment affirmer au final votre crédibilité et pouvoir construire vraiment tout un environnement autour de votre sujet, autour de votre marché. Et là-dessus, ça peut vous permettre de booster du coup votre acquisition, d'améliorer la fidélisation et entre guillemets de profiter au final de l'intelligence collective, parce que l'objectif c'est que tout le monde partage. Quand on va créer une communauté, on va pas essayer de vendre absolument notre service, notre produit, mais ça va être vraiment de créer plutôt un environnement où on sera libre d'échanger. Dans le volet activation, faire des campagnes de retargeting, ça peut aussi être un très bon moyen de réduire son coût d'acquisition, puisqu'en faisant du retargeting, donc sur les régies ads, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads, réduire son coût d'acquisition ici, car on va les cibler uniquement des personnes qui ont déjà interagi avec votre site ou vos publicités pour aller leur diffuser un message un peu différent aussi que celui qu'on irait diffuser en acquisition. L'objectif, c'est vraiment de cibler du coup des audiences qui seraient plus petites, puisque c'est des personnes qui ont déjà interagi. On sait qu'elles sont déjà intéressées par vos contenus, par ce que propose votre entreprise. Donc, ça vous promet aussi une interaction, un engagement plus grand sur ces publicités en retargeting. On peut imaginer par exemple une campagne en 2 phases. Une première campagne en acquisition, on va les cibler d'audience assez large, et une deuxième phase ensuite en retargeting, où on va pousser un message plus fort ou pousser la complétion d'un formulaire, le téléchargement d'un contenu pour générer des leads sur des audiences plus en retargeting. Donc ici, ça peut vraiment permettre d'avoir un coût d'acquisition réduit. Pour exemple, il nous est déjà arrivé de faire des campagnes de retargeting sur les visiteurs d'une page d'un site avec un contenu vraiment spécifique en rapport avec la thématique sur LinkedIn Ads, ou qui est une régie où on a l'habitude de dire que ça peut coûter un peu cher. Ici, on avait des leads, on a généré des leads à 2 €. Donc, ça peut être vraiment une très bonne solution puisqu'on cible des personnes très spécifiques qui ont interagi il y a peu de temps en plus. Donc, c'est des personnes qui ont en tête encore votre site internet, votre marque, et donc qui seront plus à même d'aller interagir et télécharger un contenu ou remplir un formulaire. Ici, les KPI, ça va être le nombre de leads, le CTR et également le ROI de ces campagnes. Est-ce que les personnes issues de cette campagne de retargeting ont amené derrière à une conversion ou pas? Karine qui demande quel est le coût moyen d'un lead aujourd'hui. On ne peut pas répondre à cette question de manière globale et vous dire quel est le coût moyen d'un lead, puisque ça dépend vraiment des secteurs d'activité, de ce que vous proposez et du type de campagne. Si on fait une campagne pour télécharger un contenu, notre coût par lead il sera forcément moins élevé, puisque c'est pas une campagne qui va proposer un formulaire très complexe et très engageant. Si on fait une campagne pour pousser une demande de démo, le coût par lead sera certainement plus élevé. En revanche, on a un potentiel de conversion qui est plus fort. Donc, c'est plutôt comme ça aussi qu'on va aller jauger combien de budget on doit allouer à telle ou telle campagne et où est-ce qu'il faut prioriser également les campagnes et le type de campagne qu'on propose.
Toujours dans la partie activation, un hack qui fait ses preuves, c'est faire du smart content sur vos contenus. Donc, qu'est-ce que c'est que du smart content? En fait, c'est vraiment le fait de personnaliser votre contenu par rapport aux informations que vous connaissez sur votre base de données pour leur proposer du contenu ciblé et impactant. Donc là encore, on est dans l'activation, donc ça veut dire qu'on a déjà récupéré des adresses mail, on a déjà récupéré un premier lot d'informations sur ces contacts, on est peut-être déjà venu les alimenter aussi via de l'enrichment, donc on sait des choses sur eux. Maintenant, l'objectif, ça va être de les faire passer à la vitesse supérieure et de continuer à les faire convertir pour espérer une demande de contact, une demande de démo ou un achat de produit. Et dans ce cas-là, rien de mieux que de personnaliser les contenus et les emails qu'on leur envoie pour qu'ils se sentent vraiment ciblés et qu'ils aient vraiment l'impression qu'on leur parle à eux et que ce n'est pas quelque chose de super générique. Donc là-dessus, on va avoir déjà 2 outils qui sont souvent communs dans un maximum d'outils. Là, on vous a mis HubSpot parce que nous, c'est l'outil sur lequel on travaille principalement, mais on sait que c'est aussi disponible sur beaucoup d'outils de marketing automation. Ça va être ce qu'on va appeler les jetons de personnalisation. C'est-à-dire qu'on va venir appeler dans un email un certain nombre d'informations telles que le prénom, le nom. On peut venir appeler le nom de l'entreprise et on peut venir appeler, par exemple, son poste. C'est généralement un lot d'informations qu'on est presque sûr d'avoir sur les premiers formulaires qu'on a demandé. Donc là-dessus, il faut faire attention, il faut s'assurer que sur tous les contacts à qui on va envoyer, on ait ces informations, sinon c'est un petit peu raté. Mais déjà, rien que de faire ça dans le début d'un email, les objets d'un email, voire même sur des landing pages, ça peut permettre déjà de donner l'impression qu'on s'adresse directement à cette personne et du coup déjà favoriser les taux de clic, les taux d'ouverture, etc. Autre chose, donc là je vous parle des jetons de personnalisation, il est également possible souvent de pouvoir faire des modules intelligents, ce qu'on va appeler du smart content, sur un certain nombre de vos assets. Par exemple, les landing pages ou les emails. L'idée, ce serait vraiment de pouvoir faire apparaître une partie de votre contenu en fonction d'une cible que vous avez sélectionnée. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous voulez envoyer un email groupé, parce que ce sera un email de bienvenue ou un email de remerciement pour un téléchargement de ressources, et votre première section, vous voulez qu'elle s'adresse précisément à la personne qui travaille dans un secteur ou dans un autre. Par exemple, vous ne voulez pas vous adresser de la même façon à un RH ou à un commercial. Et vous pourriez décider que si vous connaissez les job titles des personnes, la première section de votre email apparaîtrait en version A pour ceux qui sont RH ou en version B pour ceux qui sont commerciaux. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir adapter votre contenu à votre cible en fonction de critères. Et on peut le faire donc sur des sections de landing page, des sections d'email, mais également sur vos CTA. Vous pouvez décider de faire apparaître vos CTA ou vos pop-up sur votre site en fonction de certains critères connus. Donc, par exemple, est-ce que c'est une première visite sur mon site? Est-ce que cette personne est déjà client? Donc, je vais lui pousser peut-être un pop-up qui est déjà un peu plus avancé et qui va le faire continuer d'avancer dans son cycle de vie. Qu'est-ce qu'on aurait d'autres pop-up, CTA? Et vous pouvez voilà, vraiment fonctionner comme ça sur tout ce qui est comme asset marketing sur votre site ou sur vos emails. Une autre action qui, pour nous, est essentielle quand on fait des campagnes de growth marketing, c'est d'implémenter un scoring. Mettre en place un modèle de scoring, ça va nous permettre d'aller prioriser les leads intéressants et du coup maximiser la conversion par la suite. Et ici, ça s'applique beaucoup au B2B pour cet exemple, puisque l'idée, ça va être d'aider aussi les commerciaux à aller prioriser les leads qu'ils vont aller traiter en premier, sur lesquels ils vont mettre le plus d'efforts. Puisque évidemment un lead qu'on a qualifié via le marketing via un score, donc on estime que via son score, il est d'un point de vue démographique et d'un point de vue comportemental adapté à notre client cible, notre prospect idéal, et donc qualifié pour un sales. Or, il n'a pas forcément fait d'interaction pour rentrer en contact avec votre entreprise. Donc, c'est forcément un lead qui est moins facile à qualifier. C'est pour ça que ça peut être intéressant pour, du coup, maximiser votre conversion, de mettre en place un modèle de scoring avec un score, par exemple, qui pourrait aller de 0 à 100, 0 étant un lead froid et 100 étant un lead chaud, 100 ou plus étant, ou 80 ou plus, par exemple, si on va jusqu'à 100, étant un lead chaud qui sera intéressant pour les commerciaux à aller qualifier. Il y a différentes manières de mettre en place ce scoring et il est important de réfléchir aussi à quelles sont les informations qui, pour vous, faut qu'un lead est qualifié. Si vous avez une cible qui appartient à un secteur d'activité particulier, on va accorder plus de points à cette info-là si on l'a dans le CRM. Pareil pour si, par exemple, vous avez une taille d'entreprise cible pour vos cibles. Si cette taille d'entreprise, elle correspond
à votre taille d'entreprise prioritaire, alors on va lui accorder plus de points. Ça aide en fait les commerciales aussi à aller traiter les leads par ordre de priorité, et aussi ça maximise le potentiel de conversion puisque les leads correspondront vraiment à vos prospects qui convertissent le mieux. Au niveau de la rétention, un petit hack qu'on vous propose qui est en fait de déployer une réactivation mail d'anciens clients. C'est-à-dire que souvent, on va mettre vraiment tous nos efforts sur tout ce qui va être l'acquisition de nouveaux contacts ou même l'activation de ces contacts. Mais en fait, il est aussi très important de ne pas négliger ses clients et ses anciens clients. Et d'où l'intérêt de pouvoir réactiver les clients qui peuvent être considérés comme inactifs via, pour commencer, par exemple, des emails, mais on peut imaginer d'autres stratégies. En fait, l'avantage de pouvoir déployer une campagne sur cette audience qu'on connaît, comme je dis, en fait, on a un actif sur eux, on a un historique, on sait ce qui s'est passé avec les commerciaux, on peut déjà aussi savoir quelles ont été les offres ou les produits qu'ils ont achetés ou auxquels ils ont souscrit. Donc, ça va nous donner en fait des billes pour pouvoir les relancer de façon personnalisée. Et c'est justement en capitalisant sur cette connaissance client qu'on va pouvoir favoriser des upsells ou des renews. Ici, par exemple, on vous a schématisé un workflow relativement simple qui pourrait être lancé, par exemple, pour pouvoir réactiver un ancien client. On pourrait, par exemple, suite à une segmentation qu'on aurait faite, donc identifier des clients qui sont, par exemple, inactifs depuis 6 mois, ou là, on est au mois d'octobre, donc depuis 10 mois, on veut les réactiver pour la fin de l'année. On pourrait, du coup, décider de leur envoyer une brochure des nouveautés des produits d'octobre ou des produits qui ont été lancés depuis le début de l'année 2023. S'ils réagissent avec notre email, on sait qu'il y a un potentiel à les réactiver, on peut les faire sortir de ce scénario. Et sinon, on peut continuer de les relancer en leur proposant, par exemple, des réductions sur notre catalogue pour vraiment essayer de les réattirer. En fait, il est important de vraiment ne pas les oublier parce qu'ils ont déjà converti avec vous un jour, donc potentiellement, ils sont aussi aptes à reconvertir avec vous plus tard. Donc, on peut leur proposer des offres exclusives, on peut leur proposer des nouvelles offres, ou si on ne veut pas trop les ennuyer avec de l'emailing, parce qu'il faut quand même se mettre à leur place, l'objectif, ce ne sera pas non plus de les inonder avec des emails, on peut leur proposer de leur demander un feedback, donc avec un NPS, ou sinon changer de canal, essayer par exemple le retargeting, mais fixé sur ces anciens clients pour pouvoir les retoucher de façon différente et juste leur rappeler en fait au final notre existence. Et les quelques KPI que vous pouvez suivre là-dessus, ça va être forcément le taux d'ouverture, le taux de churn, les nouveaux deals créés avec ces clients. Et en fait, ici, l'objectif, ça va vraiment être plutôt d'alléger un petit peu la force commerciale parce qu'effectivement, vous allez me dire, les commerciaux peuvent très bien les rappeler. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir favoriser la partie alignement marketing et sales et d'essayer de leur reproposer aussi des anciens clients pour pas qu'ils aient à devoir les retravailler tout seuls de leur côté. Donc, les réchauffer avant de leur redonner. Autre action qu'on peut mettre en place pour faire la rétention, c'est de créer un programme de fidélité pour pousser à l'upsell. Ça se fait beaucoup en B2C et c'est aussi plus simple à imaginer en B2C. Lorsqu'un client, par exemple, d'un e-shop a fait 2 achats, on peut imaginer un scénario d'emailing qui lui proposerait un code de réduction dans un délai de 1 mois pour qu'il puisse refaire un nouvel achat et donc être fidélisé. Ça permet aussi d'avoir des clients qui deviennent presque des ambassadeurs puisque lorsqu'on bénéficie de programmes de fidélité, quand il y a un bon service après-vente et une bonne communication après avoir réalisé un premier achat, on a plus envie d'en parler autour de nous et de faire du bouche à oreille et de parler de ces promotions et des services de l'entreprise avec laquelle on a acheté. Ça peut aussi être mis en place pour du B2B. Par exemple, si on a une solution SaaS avec un abonnement, un coût d'abonnement, proposer une réduction quand un client a churned ou même un client qui est client depuis 1 an pour son renew, lui proposer une réduction. Ça peut être une manière de fidéliser le client si jamais au moment de son renew, il hésitait peut-être avec une autre solution surtout pour des soucis par exemple de prix. Là, le KPI qu'on va suivre, ça va être est-ce qu'il y a eu un nouveau deal, un nouvel achat ou un renew suite à cette campagne de fidélité. Et on parlait de programme ambassadeur, justement, ça va être un des derniers hacks qu'on va vous donner, le dernier en réalité, parce que nous arrivons sur notre 10e de notre top 10. Donc ici, l'idée, comme on est sur la fin de notre funnel, le referral, ça va être de se concentrer sur nos clients et surtout sur nos clients majeurs et d'essayer de développer avec eux en fait un programme ambassadeur. L'idée derrière ce programme ambassadeur, ça va vraiment être de proposer un avantage bénéfice à certains clients
pour les pousser à recommander l'entreprise et ses services et ses produits. On a plusieurs façons de faire, ça va dépendre de ce à quoi on est le plus à l'aise et en fonction de la toolstack qu'on va avoir aussi avec nous. Mais l'une des techniques serait par exemple de développer un programme par un filleul où on va mettre à disposition de nos clients actuels un code de parrainage unique qu'ils pourront du coup transmettre à leur filleul. Ce code de parrainage, par exemple, permettra aux filleuls de bénéficier de réductions sur leurs premiers achats, tandis que du coup, pour le parrain, ça lui permettra aussi de bénéficier d'autres avantages. Donc comme ça, c'est un peu du win-win dans le sens où le parrain va aller coopter et parrainer quelqu'un. Cette personne va pouvoir du coup faire forcément un achat avec vous parce qu'il aura des réductions, ce qui est forcément avantageux. Et du coup, vous gagnez en fidélité avec votre client actuel et en même temps, vous gagnez potentiellement des nouveaux prospects et des nouveaux clients. Il y a un autre système aussi qui peut être mis en place, ce serait en fait un système de points. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction d'un certain nombre d'actions que vous auriez été identifiées en amont, on donnerait des points à nos clients. Et du coup, en fonction des points, ils gagneraient des avantages spécifiques. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut être transparent avec les clients pour qu'ils puissent savoir que si vous avez mis en place ces actions-là, ils peuvent du coup prétendre à tel type de récompense. Et du coup, forcément, ils auront potentiellement envie de pouvoir réaliser ces actions qui leur permettront d'avoir des points. Quelques idées d'action, par exemple, ce serait de participer à un webinaire avec vous, ce serait de coécrire un article avec vous, ce serait de pouvoir tout simplement aussi laisser un avis, que ce soit sur Google ou sur toute autre plateforme qui vous permette, vous, de vous mettre en avant. Ce serait de pouvoir, du coup, participer à un event avec vous, etc. Donc, on peut vraiment imaginer en fonction de ce que vous offrez et en fonction de vos actions que vous faites d'un point de vue marketing et commercial, un lot d'actions qui pourrait permettre aux clients de gagner des points et du coup de monter en fidélité et de devenir vraiment des ambassadeurs. Et on pourrait leur donner un statut. Par exemple, ici c'est vraiment un exemple, mais au bout de 50 points, ils feraient partie du club utilisateur, ils auraient un contenu exclusif et ils seraient invités à un événement dédié ou à un salon spécifique. Lorsqu'il arriverait à 100 points, il serait un ambassadeur, il gagnerait une box cadeau. Et au bout de 200 points, par exemple, il serait considéré comme un super ambassadeur. On pourrait le mettre encore plus en avant sur notre site et on pourrait faire en son nom une donation de 200 €, par exemple, à une association. Donc voilà un peu une idée pour pouvoir développer la relation aussi avec ses clients, qui est très importante. Et du coup, au niveau des KPIs, on va pouvoir aller suivre notamment le nombre de nouveaux leads que ces codes parrainage nous auront à rapporter et également le suivi du nombre de personnes qui participent à nos programmes ambassadeurs pour voir s'il y a vraiment un impact sur cette action qu'on aura lancée. On arrive au terme de nos 10 actions. On en aura plein d'autres, forcément, nous en tête, parce que c'est ce qu'on fait au quotidien, on en lance plein avec nos clients, mais il fallait faire une sélection et donc on avait décidé de pouvoir vous en présenter un certain nombre en fonction de notre tunnel AARRR. Du coup, on va prendre 10 minutes pour prendre vos questions, si vous en avez, pour qu'on puisse y répondre. Et dans tous les cas, comme on vous disait, la présentation sera envoyée à l'issue du webinaire. Je vois qu'on a une première question. Comment est-ce qu'on mettrait en place un scoring? Sur quels critères est-ce qu'on peut le baser? Sur la question du scoring, alors déjà, il faut savoir qu'il va falloir créer dans votre CRM une propriété qui va permettre de calculer ce score. Donc, si vous utilisez des CRM type HubSpot, c'est des propriétés qui nativement sont déjà présentes dans le CRM et elles vous permettent de scorer, d'attribuer des points en fonction de certains critères. Nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on a 2 matrices de scoring. Une matrice qui va être démographique. Donc, on va aller chercher on va aller questionner plutôt les commerciaux, leur demander quelles sont les informations qui leur permettent de dire qu'un lead est qualifié. Et c'est ces infos-là qu'on va aller scorer plus ou moins en fonction du lead et des infos qu'il nous a données pour aller savoir si d'un point de vue démographique, déjà, il colle avec notre cible. Et également une matrice comportementale où là, on va aller scorer le comportement de nos leads. Quelles pages ils sont allés voir, combien d'emails ils ont ouverts, combien d'emails ils ont cliqué. Vous pouvez aussi scorer la soumission de formulaire, le clic sur des CTA, des interactions avec des ads et n'importe quel asset en fait marketing que vous avez. L'objectif, c'est de voir si il y a ensuite additionner ces 2 scores et en faire un score global et avoir du coup une note pour aller qualifier nos leads et voir si d'un point de vue comportemental et démographique, ils sont intéressants et intéressés surtout par vos services.
Est-ce qu'on a des idées d'outils de scrapping gratuits? Alors, en général, c'est vrai que les outils seront payants, mais pour la plupart, ils vont avoir des essais gratuits. Donc, vous allez avoir un certain nombre de crédits sur lesquels vous pouvez essayer le scrapping et sur lesquels vous pouvez faire des tests gratuitement. Donc, c'est déjà une bonne façon de pouvoir voir si le scrapping est une solution qui fonctionne pour vous, si ça vous rapporte effectivement des contacts suffisamment qualifiés avant de pouvoir potentiellement réfléchir à une option un peu plus payante. Mais par contre, forcément, si on veut faire du volume, il n'y aura pas d'autre choix que de payer une solution. Ouais. Pour tester, c'est vrai qu'un mois, ça peut être intéressant. Par exemple, LinkedIn Sales Navigator, c'est 80 € par mois, mais vous avez un mois gratuit. Vous avez le temps d'aller tester la solution, d'essayer d'extraire de faire des listes de contacts avec du volume pour voir si derrière aussi il y a un intérêt business. On nous demandait si cette technique de scrapping était fiable comme méthode et si ça permettait d'avoir une base de données qualifiée. Alors, pour la partie scrapping, en effet, il y a forcément une marge d'erreur. On ne peut pas avoir une base de données 100% qualifiée avec des emails 100% bons, puisque ça reste du scrapping. On va aller se fier à des infos qu'on a allé chercher sur un site internet qui peut-être ne sont plus à jour, ne sont plus bonnes. Via LinkedIn Sales Navigator, on cible quand même des profils de personnes qui ont créé leur compte sur la base du déclaratif et qui mettent leurs adresses. Donc, on a normalement des adresses email qui sont fiables. Ce qu'on peut faire donc aussi, c'est enrichir ces infos avec d'autres outils comme vous les présentez, type Drop Contact. Et si vous voulez tester vos emails, vous pouvez utiliser des outils type Bouncer qui vont vous permettre d'aller requêter sur les emails et de savoir si oui ou non l'email est un hard bounce. Donc, ça vous permet déjà d'avoir un premier tri et avant d'envisager des emails de plus grosse envergure ou du nurturing, de savoir déjà que vous envoyez des emails à des contacts qui sont déjà plus validés. Donc, vous arrivez effectivement à avoir des nouveaux contacts que vous aurez scrappés et ensuite donc, vous aurez validé l'email, donc après que vous pourrez contacter. Vous évitant des taux de rebond trop élevés. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que c'est bon. En tout cas, je vois pas d'autres questions dans le chat. Merci beaucoup pour votre présence. On va finir le webinaire et on vous envoie évidemment le replay en follow-up après qu'on se soit quitté. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci pour votre participation. Au revoir.